Allez, approchez-vous. On va commencer la table ronde. Alors, je vais vite te passer la main, Lara, parce que c'est toi qui vas présenter cette super table ronde. On va parler pour la dernière table ronde de la journée de la construction et de l'animation d'une équipe commerciale. C'est un vaste sujet. Nous, on se sentait vraiment pas du tout légitime pour animer une table ronde à ce sujet-là. Parce qu'avec nos petits bras de Startup Golf Cup, on n'a pas vraiment d'équipe commerciale. Donc, on n'a pas trop d'expérience à vous partager. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à Lara qui va pouvoir animer cette table ronde avec brio. Parce que tu pourras peut-être nous le présenter tout à l'heure, mais tu as un parcours dans la gestion de force de vente qui est assez étoffé. Et donc, on a pensé que ce serait toi la meilleure interlocutrice pour nos deux responsables commerciaux dans leur branche. Ils se présenteront évidemment, même si on les connaît. Je te laisse la main. Les gens approchent, donc c'est parfait. Et puis, bonne table ronde et à tout à l'heure. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'animer cette table ronde parce qu'effectivement, les équipes commerciales, c'est un sujet qui me tient à cœur. Aujourd'hui, je suis donc Lara, je suis cofondatrice chez Fight the Nest et j'ai passé 20 ans chez Danone et Mondelez en direction commerciale et en directrice force de vente. Donc forcément, j'ai pratiqué un petit peu les équipes commerciales. Moi, je suis ravie de partager ce moment avec Sébastien Joumard, qui est aujourd'hui associé et sales manager chez Divine, et Johan Rico, qui est cofondateur chez Shopopop. Donc l'objectif de cette table ronde, c'est vraiment de partager avec vous leur expérience, leur expertise. Si on dit qu'aujourd'hui, une équipe force de vente, ça sert forcément à pousser les ventes et à fidéliser les clients, on pousse un peu des portes ouvertes. Par contre, ce qui est un peu plus compliqué, et notamment pour les jeunes entrepreneurs qui sont là, c'est de se dire à quel moment j'accélère, à quel moment il faut que j'appuie sur ce bouton et que je commence à recruter, quel modèle, quelle organisation je dois poser pour que ça fonctionne vite et bien. Une fois que j'ai lancé un petit peu ma première force de frappe, du coup, comment j'accélère et comment je la structure pour arriver à un modèle rentable, parce que c'est quand même le but, c'est qu'à un moment, on arrive à trouver un peu de rentabilité dans l'investissement. Et puis, surtout ensuite, comment je les anime et je les fidélise. Donc, c'est un peu les trois grands sujets que je vous propose de partager avec nos deux invités aujourd'hui. Donc, juste avant de vous présenter, je vais vous demander de partager quelle est votre plus grande fierté, votre plus beau succès commercial. Et puis après, je vous propose de vous présenter en synthèse. J'y vais, je démarre. Alors, me concernant et nous concernant, le plus gros succès et fierté commerciale, je pense que ça aurait été d'avoir été référencié nationalement chez Leclerc, qui est réputé pour être quand même un gros bébé du secteur dans notre environnement de la grande industrie alimentaire. Et donc aujourd'hui, on bosse avec cet acteur qui est leader sur le marché de la distribution alimentaire en ligne. Donc voilà, ça c'est une vraie perf. Carrément, bravo. Et pour ce qui me concerne, chez Divine, je pense que si je devais ressortir un succès client, ce serait le référencement au Club Med. Depuis 3 ans, on est partenaire du Club Med dans la plupart des villages en Europe, notamment en montagne. C'est un vrai succès, ça leur a permis de faire de l'upsell. Et c'est vraiment la démonstration que notre modèle fonctionne. Et ça nous a aussi permis de grandir en termes de notoriété. Du coup, en quoi votre parcours individuel vous a permis de réussir ce succès? Comment, en synthèse, votre parcours personnel? Écoute, moi, c'est vrai que c'est assez simple. Je suis peut-être un peu plus âgé que toi, Johan, mais j'ai toujours fait j'ai eu deux grosses expériences avant dans les télécoms notamment, donc il n'y a rien à voir avec le vin, mais toujours dans le sales, le management commercial, le management de filiales. Donc je dirais que finalement rentrer dans une structure comme Divine, où il y avait au départ 2 ou 3 commerciaux, alors que j'en ai eu à un moment donné 150 ou 200, c'était peut-être plus facile. En tout cas, ça me permet d'appliquer un certain nombre de process, de méthodes que j'ai pu déjà expérimenter. Et ça, c'est intéressant parce que ça a permis justement, on va y venir, quand il s'agit d'accélérer, justement d'avoir déjà des en modèles, tête les modèles que j'avais pu expérimenter. Carrément, merci. Et donc moi j'ai commencé l'aventure Shopopop, j'étais encore étudiant en école de commerce, en alternance. Donc mes premières armes, je les ai fait dans l'alternance, on va dire, sur des fonctions de développement commercial et marketing. Donc à l'époque j'avais 24 ans quand j'ai démarré ça et j'étais en 4e année. Et en fait au fil de l'eau, après les études, ça a été de continuer le développement du projet entrepreneurial de Shopopop. Et le plus grosse expérience, elle s'est acquise en faisant. Donc en allant sur le terrain, rencontrer ses distributeurs, ses magasins, au départ en prenant des portes, et puis de fil en aiguille, en faisant la preuve que ce modèle qu'on a développé, donc on fera une petite introduction sur ce qu'on fait tout à l'heure, pouvait trouver sa place dans cet environnement qu'est la grande distrie. Canon. Du coup, c'est une super transition sur cette première phase finalement de lancement. Et ce que tu me partageais, c'est que finalement,
au début, tu es le premier commercial de ta boîte. Hein. C'est comme tu dis, c'est toi qui prends ta petite valise et qui va frapper aux portes. Tu as découvert ton cas d'usage, ça y est, tu as des convictions qui commencent à être là. Maintenant, c'est pas sûr non plus. Est-ce que tu peux nous partager finalement à quel moment tu as eu cette conviction de te dire ça y est, il faut que j'investisse voilà, est-ce qu'il y a un moment particulier? Est-ce qu'il y a, alors tu me disais qu'il n'y avait pas forcément d'indicateur, mais voilà, pour les entrepreneurs qui se posent la question de te dire est-ce qu'il faut que j'y aille et quand et comment il faut que j'y aille? Est-ce que tu peux me partager ton expérience? Ouais. Je pense qu'il y a un mot-clé que tu as utilisé, c'est la notion de conviction. La deuxième, ça va être la notion de vision. Nous, pour revenir rapidement, on fait de la livraison à domicile entre particuliers. Donc, comme du covoiturage, on permet aux gens de se faire livrer leurs courses ou leurs colis par des gens qui profitent au quotidien d'un trajet. Donc, pas ubérisé, mais vraiment le modèle plutôt Blablacar. Et donc, notre conviction, c'est qu'on voulait lancer ce concept-là dans un marché qui est la grande distribution alimentaire et que ces décisionnaires dans la grande distribution alimentaire, ils sont habitués de voir des commerciaux terrain. Les gens de chez Bigard, Coca, etc. Donc on a dit, si on doit monter une force commerciale, on fera une force commerciale itinérante pour être au contact de ces gens-là. Donc ça, c'était vraiment une conviction que nous, on avait, parce qu'on a vu d'autres concurrents opérer plutôt avec des modèles commerciaux à distance. Et après les 2 premières années de développement, quand nous, on avait réussi à pénétrer Intermarché, Système U, Leclerc et également les quelques groupes intégrés, avec du coup plusieurs centaines de magasins, nos concurrents étaient plutôt à une dizaine de magasins. Donc on avait vu une différence d'exécution commerciale par cette conviction que nous, on voulait des gens sur le terrain. Et la seconde, c'est que, on en parlait tout à l'heure en préparant cette intervention, il y a la dimension de cas d'usage. Donc quand on a réussi avec un premier utilisateur, un premier client, à définir un cas d'usage, à faire une preuve que le service peut fonctionner, ça peut être un élément déclencheur de se dire ok, on va chercher à industrialiser la commercialisation, pas industrialiser les process commerciaux, mais vraiment la commercialisation. Donc de passer des dirigeants fondateurs qui sont les têtes de ponte de la vente du projet à des gens dont ça va être le métier d'aller vendre et d'aller chercher ces nouveaux clients. Et toi, Sébastien? Mais je dirais que c'est quelque chose que j'ai découvert notamment chez Divine, puisqu'on est parti vraiment au départ en termes de construction. C'est la difficulté au départ finalement, c'est de s'assurer finalement que ce qui marche réellement pour les bonnes raisons et ce qui ne marche pas peut-être n'a pas marché, mais alors que ça aurait pu marcher. En clair, quand on fait le trio entre le commercial, l'offre en tant que telle et le pitch, la façon de la présenter, on peut avoir sur des cas d'usage des trucs qui marchent alors que finalement l'offre n'est pas bonne et parce que le commercial était tellement bon, ça a fonctionné, et inversement. Et ce qui est compliqué, c'est un peu ce que tu disais, c'est avant de passer la deuxième phase et de processer et d'industrialiser le truc, il faut vraiment s'assurer qu'on a bien le bon triptyque. Et ça, pour arriver à ça, il faut effectivement faire un certain nombre de cas. Le meilleur exemple, c'est qu'on a commencé il y a encore 2 ans à commercialiser la Divine, qui est cette machine magique qui permet de servir du vin au verre parfaitement tempéré et aéré, en termes de pitch, l'effet waouh. Donc on était persuadé que forcément un restaurateur qui allait voir notre machine qui servait à ses clients du vin parfaitement aéré et tempéré, il allait tomber en extase devant le truc et qu'il allait évidemment se précipiter pour commander. Bon, ça ne marche pas exactement comme ça et on se rend compte que finalement derrière ça, le restaurateur il est très content de vous faire plaisir et que vous passiez un beau moment, mais surtout gagner de l'argent. Et donc finalement on se rend compte que le pitch commercial, et c'est ce qu'on a complètement changé, ça doit être avant tout un pitch commercial avec une argumentation économique. Et ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident parce qu'un restaurateur ne va pas vous dire non mais moi mon truc c'est de gagner de l'argent, votre truc c'est pas mal. Voilà. Et donc il faut arriver à comprendre tes attentes, répliquer et arriver à quelque chose, enfin à force de rencontrer des clients, d'écouter aussi différents commerciaux, d'arriver à un moment donné à se dire voilà, c'est peut-être ça le bon modèle, et une fois qu'on l'a, on peut passer c'est la deuxième phase. À l'industrialisation. Et quand on parle de modèle, est-ce qu'il y a un nombre? C'est quoi cette première phase où vous dites c'est entre 2, 3, 4, 5 commerciaux? En tout cas sur les modèles que vous avez testés, c'est quoi un peu le... Même principe, il n'y a pas forcément de règles, ça dépend de la vitesse à laquelle vous voulez aller et encore une fois des convictions que vous voulez tenir. De notre expérience qu'on a pu opérer, c'est vu qu'on voulait un ancrage territorial complet, on va dire quadrillé le territoire. Donc on est parti avec une première recrue sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisque sur Nantes et l'Ouest, on était encore, nous, on va dire, mobilisés sur le développement commercial. Ensuite, on a eu Hotman qui est arrivé à Bordeaux, donc pour la région Sud-Ouest. Puis ensuite, on a eu Thomas qui, là, pour le coup, a pris le secteur Ouest. Julien sur Nord, région parisienne.
Jérôme du côté de Nancy pour la région Est et Samantha sur le Pascal, sud Méditerranée. Donc en fait, avec 6 commerciaux, on a couvert le territoire dans notre développement commercial. Mais nous, c'était encore une fois cette volonté géographique. Ouais, c'était le modèle pour Yes. Voilà. Et c'est pas on aurait pu en prendre 12 tout de suite en se disant voilà, on découpe plus petit les zones, etc. Mais encore une fois, au démarrage, quand on lance le business, il faut essayer de faire, comme on dit, avec pas trop des bons résultats et aller chercher de la croissance. Et on avait aussi une autre orientation qu'on avait prise, j'en parlais rapidement tout à l'heure, c'est qu'on allait voir les indépendants, donc les chaînes de magasins où les gens que vous rencontrez sont les décisionnaires. L'inverse de Carrefour, Auchan au Casino, où les décisionnaires sont souvent les gens qui sont dans les immeubles à Paris. Et ça, c'était aussi une grosse différence dans le développement commercial. Mais est-ce qu'il n'y a pas un point d'inflexion, un peu quand même en termes de ROI? Tu dis d'un seul coup on peut être 12. À quel moment tu dis j'en mets 12, j'en mets 8 en termes de rentabilité un peu du modèle? On peut faire des maths très simples, le principe du remboursement. Est-ce qu'un commercial se rembourse par les signatures qu'il fait et par le chiffre que le magasin ou le client va générer? Ensuite, c'est des questions de vitesse et d'équilibre ou de déséquilibre. Sur des modèles dits de start-up, on est plutôt des fois à prôner le déséquilibre parce qu'on va aller chercher la croissance. Donc on peut plus rapidement, j'ai envie de dire, investir et on s'autorise à avoir des seuils de rentabilité qui ne sont pas là ou qui vont mettre un peu de temps à arriver. Mais dans tous les cas, il faut avoir, comme on dit, des KPI, donc des indicateurs de suivi qui permettent à un moment donné de dire ok, ce modèle-là, il est tenable dans le temps, on peut se permettre de le multiplier ou pas. Et combien de temps? Et du coup, toi, Sébastien, avec ton expérience dans les gros groupes et voilà, les différentes forces de vente que tu as connues, en termes de modèle d'organisation, quelles sont tes convictions sur des types d'organisation finalement qui sont efficaces comme ça sur un lancement? Alors, sur le lancement, c'est vrai il vaut mieux peut-être commencer, je dirais, en essayant de densifier une zone plutôt que de s'éparpiller. Ça permet d'être plus efficace, d'être plus présent et de concentrer ses efforts. Ça nous a permis, par exemple, de faire quelque chose qui est assez rare, dans la mesure où, en général, les commerciaux sont à la fois chasseurs et éleveurs, et ce sont souvent les mêmes, une fois qu'ils ont acquis le client, qui continuent à s'en occuper. On a préféré nous serrer les deux missions et avoir des commerciaux qui sont à la fois des purs chasseurs, pas à la fois, qui sont des purs chasseurs d'un côté, et de l'autre, ce qu'on appelle des succès clients, donc plutôt des éleveurs. Considérant que les profils de chasseurs étant plus compliqués à trouver, il fallait vraiment les focuser sur l'acquisition de clients. Et ça, en fait, l'idée, c'était de le faire sur 2-3 villes, s'assurer du modèle, être capable de comprendre ce que tu parlais de KPI tout à l'heure, de dire qu'un commercial il est capable de voir tant de clients, d'en acquérir tant par mois, et donc, une fois que l'offre est à peu près claire, de déterminer ce que peut être un schéma avant de le dupliquer. Voilà. Nous, on a préféré être sur 2-3 commerciaux, sur 2-3 villes, et avant de vraiment de monter en puissance. Ça a pris quand même 2 ans, mine de rien, d'arriver encore une fois... Valider le modèle, finalement. Ouais, de valider le modèle, absolument. Alors qu'à l'inverse, nous, de notre côté, c'était très simple, c'est que chaque commercial avait un objectif qui était un nombre d'ouvertures de magasins par mois, et c'est tout. Et on a fait ça pendant 3 ans. Et alors, bonne transition. Comment on les trouve, ces bons chasseurs, ces bons commerciaux? Forcément, un enjeu clé du commerce, de monter une équipe de commercial, c'est de trouver les bons. C'est ce qu'on partageait tout à l'heure. Il y a des entreprises qui font de l'externalisation, donc ils vont plutôt aller demander à des boîtes de professionnels d'aller faire finalement cette mission de vente. Tous les deux, vous avez plutôt décidé d'internaliser cette mission. Est-ce que vous avez des conseils? Comment on trouve les bons profils et comment on les attire? Alors, déjà sur le sujet de l'internalisation et l'externalisation, je dirais que c'était très pragmatique pour bosser dans des grosses boîtes. Quand vous êtes quand vous êtes important pour votre partenaire, vous êtes bien traité. Quand vous êtes moins important, vous êtes un peu moins bien traité. C'est un peu basique ce que je dis là, mais les bons commerciaux, les très bons chasseurs, tout le monde en veut. Et pas seulement nous, mais dans notre monde du vin, mais partout. Il faut savoir qu'effectivement, on va avoir tendance à proposer ses meilleurs recrues, ses meilleurs chasseurs à ses meilleurs clients. Et effectivement, quand on arrive et qu'on est une start-up, c'est extrêmement compliqué. On a déjà négocié comme des chiens les tarifs. Et après, effectivement, on récupère pas forcément les premiers choix. Voilà, donc c'est assez basique, un peu violent ce que je dis, mais c'est quand même souvent le cas. Donc finalement, on l'a fait nous-mêmes. On a quand même, via les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, on a quand même des moyens assez faciles d'avoir accès à des candidats. Et après, effectivement, à partir du moment où on est en phase de recrutement,
c'est quasiment une personne à plein temps. Parce que recruter un chasseur, ça représente recevoir parfois 90 candidatures, en sélectionner 10, donc on voit 10, en sélectionner 3 en shortlist. Bon, si beaucoup de temps, vous faites d'investissement. 2-3 par mois, Mm. ça occupe une personne à plein temps. Donc il faut bien être conscient qu'à partir du moment où on commence à croître et à recruter 2-3 personnes par mois, c'est quasiment le boulot à plein temps d'une personne. Et de notre côté, on n'a pas eu dans nos recrutements une vraie notion d'aller chercher des chasseurs. On s'est plutôt attaché à des tempéraments et à des expériences. Samantha, par exemple, était, elle, auparavant un compte manager chez La Fourchette. Hotman était city manager chez Just Eat. Thomas, qui a été, mais qui est encore très récemment un des top performers chez nous dans l'équipe commerciale, il a démarré chez nous par des stages parce qu'il était étudiant. Il avait malheureusement pour lui raté son BTS. Et au lieu de continuer ses études, il nous a dit non, moi j'ai peut-être plutôt envie de me mettre dans le monde du travail. Et donc on lui a proposé de nous rejoindre. Et il est devenu commercial chez nous alors qu'il n'avait jamais été commercial auparavant. Alors il avait un papa dans l'environnement commercial, donc malgré tout un peu d'éducation et de connaissance de cet environnement-là. Mais l'envie de faire, de se mettre en mouvement, d'aller sur le terrain, etc. Donc pour toi, c'est plus des rencontres et des envies que des forcément des profils quand même un peu spécifiques de commerciaux. Avec les 3 premiers, ouais. Les 3 premiers, on était sur cette typologie-là, plutôt de tempérament et de, on va dire, de profil, enfin de rencontres de profil. Et ensuite, sur Jérôme et notamment Julien, là, on a eu des gens qui avaient déjà des expériences commerciales assez établies, notamment avec un aspect de technicité sur découverte du besoin, réussir à closer. Jérôme, en déconnant, il repartait toujours avec le chèque, en fait. Premier rendez-vous, one shot, il repart avec le chèque. Et ça, il a essayé de partager la technique aussi aux autres. Et c'était nouveau parce que les autres, ils faisaient des très bons scores, mais ils repartaient pas avec le chèque, quoi. Donc ensuite, on a été chercher de la compétence un peu plus pour renforcer tout ça. Et de l'argumentaire, comme on disait, qu'on avait réussi à travailler sur les cas d'usage, on donnait de la technicité aussi après, quoi. Donc là, ça y est, on a une première petite équipe entre 5-10 personnes. On sent que ça marche, ça y est, le besoin, les clients, on est sûr de notre modèle. Et là, on a vraiment envie d'accélérer, de structurer. Comment est-ce qu'on peut réussir cette phase de structuration, donc d'accélération et de rentabilisation finalement du modèle ? Je dirais que là, pour moi, il y a 2 éléments qui sont clés. Le premier, c'est absolument rationaliser, simplifier les offres, les process. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sur une équipe commerciale au-delà de 10 commerciaux, on peut plus se permettre de gérer une somme de cas uniques, même si chaque client est unique. La façon de l'aborder doit être assez processée, assez simplifiée. Ça, c'est pas forcément le plus facile à vivre, notamment pour les commerciaux qui sont là depuis le début, qui eux ont connu l'accès direct au CIO, le fait maison, chaque client le fait maison, le tailor-made, et on passe du tailor-made à la grande, je dirais, à la fabrication en grande série. Et ça peut être un peu difficile à vivre. Mais en même temps, c'est pour l'avoir vécu, pour y expérimenter dans des grandes portes de vente télécom dans les années 90 et 2000, c'est quand même la clé de la réussite. Et puis un deuxième élément pour moi qui est clé dès lors qu'on commence à faire grossir les équipes, c'est le middle management. C'est-à-dire que souvent, le travers, c'est j'ai un patron commercial, il a un commercial, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À partir de 7, 8, il commence à plus être efficace. Et pourtant, on peut en mettre un 8e, un 9e, un 10e, etc. Et c'est là où il faut absolument mettre des strates intermédiaires de middle management, très opérationnels, très coaching, qui permettent d'avoir un vrai relais et de garder ce lien et de s'assurer que le système ne dérive pas. Le principal risque, c'est quand on commence à grossir, pour le manager commercial notamment, de s'éloigner et à un moment donné de plus voir les problèmes ou de les voir trop tard. Et là, il y a un vrai risque. Et donc, le middle management, faire monter en puissance un certain nombre de commerciaux et d'avoir cette strate intermédiaire de middle management, pour moi, c'est vraiment la clé quand on grossit. Voilà, ça, c'est les deux éléments, les 2 enseignements, je dirais, que j'ai pu tirer et qu'on essaie d'appliquer, évidemment. Et ben nous, on est en plein dedans. On est en plein dedans, puisque, comme je disais, on a démarré avec une équipe de 6 commerciaux itinérants. Pour continuer sur cette équipe-là, donc on a démarré l'activité en septembre 2016, donc finalement 6 ans avec une équipe de 6 personnes. Là, on est en train de faire cette bascule, donc on a recruté un responsable commercial pour piloter cette équipe-là. Donc moi, je déléguais aussi ce sujet-là, parce que plus le temps de bien faire l'accompagnement, les one-to-one avec chaque commerciaux, voilà, c'est pas tenable, donc je ne pouvais pas avoir le bon suivi. On est en train d'étoffer cette équipe-là. Bon, je fais une annonce d'ailleurs, on recrute des commerciaux pour
la région ouest, Paris, et puis la région sud Méditerranée. Donc si jamais vous connaissez quelqu'un qui cherche du boulot commercial, on recrute. Et ensuite, l'autre choix qu'on a fait, c'est que pour aller se diversifier auprès d'une autre cible de clients, les commerçants de proximité, donc par opposition à la grande distribution, on a construit une équipe de commerciaux sédentaires. Avec là une toute autre logique, puisqu'on a recruté directement une équipe actuellement ils sont 8, donc beaucoup plus importante, mais avec une méthodologie de prospection téléphonique, envoi d'email, etc. Donc on est vraiment sur une autre alternative au développement commercial, mais pour une cible qui n'a pas non plus, comme on dit, le même panier moyen dans le business que les commerciaux. Donc c'est là où on rejoint la notion de rentabilité, d'avoir 2 modèles commerciaux de développement pour 2 environnements différents. Mais je partage le retour que les transitions sont jamais simples. Ça chahute. Nous, on n'avait pas bougé non plus les environnements, on va dire, contractuels de cette équipe-là depuis finalement 4, 5, 6 années pour ceux qui sont là depuis le début. Donc quand il faut faire passer des avenants avec un nouveau manager qui redéfinit un cadre, où on essaye aussi de donner cette dimension d'élevage en contrepartie de la chasse, ça fait de la friction, quoi. Ouais, ce que j'entends, c'est que c'est une période finalement où il faut transformer et gérer finalement le changement dans les équipes, mais aussi peut-être pour les dirigeants, parce qu'à un moment, c'est aussi, alors sans complètement déléguer, mais c'est savoir lâcher finalement une partie de ce qu'on faisait et qu'on maîtrisait, et voir qu'on avait vraiment la main dessus pour être sûr que c'était bien fait. Est-ce que ça, c'est des moments qui sont aussi... comment on passe ces moments-là quand on est entrepreneur ? Ça se passe bien si on a conscience qu'il faut le faire et qu'on a envie de le faire. Il y a des dirigeants qui ont aussi toute la liberté et le droit de dire non, moi le développement commercial c'est mon truc, c'est celui dans lequel je prends le plus de plaisir et je suis performant, et donc ça restera mon sujet. Enfin, c'est pas parce qu'on est dirigeant ou fondateur qu'on ne peut pas rester dans ces métiers-là. Au contraire, il y a des gens qui le font très bien et qui doivent continuer à le faire, même en étant dirigeant ou fondateur. Mais quand on délègue, c'est important d'avoir par contre le bon niveau d'accompagnement, de s'assurer que la transition, notamment quand on parle des comptes clés, donc tout à l'heure je citais Leclerc, Intermarché et d'autres, c'est quand même des gros sujets, donc de pas non plus dire écoute, débrouille-toi maintenant et puis on verra comment ça se passe, parce que sinon c'est le meilleur moyen pour que ce manager-là lui-même pète un plomb en vol et décroche. Et dans ce cas-là, on repasse sur une phase de 6 mois à retrouver quelqu'un, plus le temps de l'informer, donc en fait on perd 1 an et demi. Oui, donc il faut rester au contact, c'est ce que tu dis. Il faut rester au contact jusqu'au moment où la personne juge qu'elle est bien, elle est mature, elle a compris l'environnement, elle a aussi envie de faire par elle-même, et dans ce cas-là on peut se concentrer sur autre chose. Et rentrer en autonomie. Tu veux ajouter un point là-dessus, Sébastien, ou... Non, c'est effectivement, on est passé par là. Aujourd'hui, on est à peu près 40, donc on a déjà connu ces phases un petit peu de transition, mais c'est exactement ce que disait Johan, c'est qu'à un moment donné, il faut pas lâcher tout de suite l'oiseau du nid, là, pour faire un petit rapprochement avec The Nest, mais le faire malgré tout assez rapidement, et ça permet aussi de passer à autre chose. Typiquement, chez nous, à un moment donné, quand il s'agit de basculer vers l'international, il faut lâcher les rênes de l'équipe France et s'assurer que ça fonctionne sans vous pour passer à autre chose. Super transition. C'est le développement normal d'une entreprise. Super transition. Donc effectivement, ça y est, le marché français, on a compris, le modèle, il est dupliqué et rentable, et ça tourne, et on se dit, allez, hop, on a envie d'aller ouvrir un pays, une ville. Ce serait quoi votre recette de succès, ou peut-être nous partager un échec si vous avez essayé, et qu'est-ce qui n'a pas marché peut-être dans une ouverture à l'international ? Pour démarrer de notre côté, on en reparlait aussi tout à l'heure, nous on a pris dans le premier élan qu'on s'est donné à l'international la stratégie, comme on dit, du lancer de spaghetti, du lancer de pâtes sur la fenêtre. Donc 3 pays ouverts en même temps, on voit ce qui colle et on voit ce qui colle pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on est reparti avec un mode opératoire avec des équipes très métiers, donc un country manager pour gérer le pays avec une forte dominante commerciale, une équipe aussi, enfin une personne du moins sur la partie communication marketing pour les sujets de traduction, adaptation à la culture locale, le métier du support client qu'on a aussi chez nous, donc encore une fois il y a des questions de langue, et ensuite donc c'est d'aller essayer de rechercher du moins ce développement commercial par les clients qui sont ceux qu'on a pu avoir en France, qui sont peut-être présents à l'étranger, et reprendre aussi les marchés qui sont ceux dans lesquels on a bien exécuté. Ensuite, les écueils qu'on peut voir là-dessus, c'est qu'on est déjà par définition dans des nouveaux pays. Donc même si on a des clients qui sont implantés là-bas, français à l'étranger, ça ne se fait pas en claquant des doigts. On est toujours dans des cycles longs, notamment quand on parle de ces comptes-là. 1 an, voire 18 mois pour réussir à re-signer un accord national. Il y a besoin d'avoir de la proximité, notamment avec les country managers, parce que certes on leur donne les clés du camion pour lancer le concept dans un nouveau pays, mais ils ont besoin d'avoir aussi
quelles ont été les bonnes pratiques que nous on a pu opérer, quels ont été les éléments de langage que nous on a pu tenir, notamment les fondateurs quand on a démarré la boîte. Et nous on a eu un écueil sur l'Italie, on avait Francesco qui était pourtant sur papier, comme on dit, quelqu'un qui était totalement capable de mener ce développement-là. En plus, il était issu d'une famille dont les grands-parents avaient lancé la première chaîne de distribution alimentaire en Italie, rachetée par Carrefour après, mais voilà, quelqu'un qui avait ça aussi, comme on dit, dans les veines. Et quand on démarre le pays, il y a aussi un truc qui est très important dans la culture d'une boîte, c'est l'esprit d'équipe et la dynamique justement start-up. Et on s'est retrouvé avec une équipe qui était plutôt en difficulté à bosser ensemble, alors qu'ils étaient 4-5, qui avaient du mal à se retrouver. Alors il y avait aussi le contexte Covid qui est passé par là, donc ça aidait pas. Mais bref, quand on est une petite équipe et qu'on part d'une feuille blanche avec un projet, logiquement ça doit être très soudé. Et donc là, nous on s'est rendu compte qu'il y avait un déficit dans l'aspect managérial, etc. Et donc on s'est séparé de Francesco et on a une autre personne qui est arrivée, qui est Fabio, qui est un ancien de chez Vente Privée, qui lui pour le coup a une 50aine d'années. Donc par définition, on peut se dire start-up avec quelqu'un qui a 50 ans, digital, numérique et tout, ça peut être... au nouveau modèle. Et, ouais. Voilà. Et pour le coup, lui, il a une énergie de fou furieux. C'est un leader d'homme et la perf commerciale, elle repart quoi. Et toi, Sébastien, tu as des convictions sur comment on ouvre un pays, une ville? On est en plein dedans, parce qu'on a l'année dernière, on était en dehors de la France uniquement, en Belgique et en Suisse. On a ouvert en plus l'Allemagne, l'Angleterre et Singapour en septembre cette année. Donc on est vraiment en plein dedans. Alors, tu parlais de recettes. Bon, il est important de la construire, cette recette, mais c'est vrai que si on veut aller vite, on peut pas. Moi qui ai bossé, on en parlait dans une boîte allemande. C'est assez extraordinaire parce qu'avant de commencer la première activité commerciale dans un pays, on avait cartographié et défini l'ensemble des actions. Et c'est seulement quand tout était prêt qu'on appuyait sur le bouton. Bon, nous, on est effectivement plus latin, nous aussi un peu plus start-up. Donc forcément, on fait le build en même temps que le run, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que tout soit prêt pour avancer. Et donc forcément, à un moment donné, il y a des trucs qui vont pas. Tu parlais d'échecs tout à l'heure. C'est vrai que j'ai un souvenir effectivement de nos premières exportations, premier début de business en Suisse, qui est pour le coup un vrai pays qui a plein de similitudes avec la France et pour le coup qui est parfaitement dans la cible et on est sûr qu'on va réussir. Sauf que pour exporter du vin en Suisse, c'est très compliqué, qu'il y a des limitations notamment douanières à 20 kg et que c'est un truc qui nous a mis dedans pendant des mois parce que quand vous commencez à vous battre avec les douanes, c'est très compliqué. Voilà, donc ça, c'est un exemple de tout bête et là, vous apprenez en marchant. Alors, le deuxième élément que je voulais évoquer, parce que ça c'était l'aspect un peu négatif et les contraintes, c'est qu'il faut quand même être un peu sûr de son modèle. C'est-à-dire qu'une fois que vous dites mon modèle c'est celui-là, ma typologie de client c'est ça, mon offre c'est ça, que vous avez validé que dans un pays ou dans une ville, a priori vous n'avez pas d'objection majeure, il faut y aller. Le principal risque quand vous recrutez notamment des locaux dans les pays, parce que c'est évidemment mieux de recruter un Italien en Italie et un Allemand en Allemagne, c'est de repartir sur du marketing stratégique et d'avoir quelqu'un qui vous dit non mais attendez, ici l'Italie ça n'a rien à voir, on repart de zéro, on repart d'une feuille blanche et on refait tout. Et là, c'est l'horreur parce que finalement, vous perdez du temps, alors que finalement, votre modèle, il n'est peut-être pas 100% parfait, il est peut-être adaptable, mais adaptable à la marge et au moins, on part sur quelque chose. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment important. Il y a des pays, peut-être, il ne faut pas y aller parce que justement, on voit que c'est un peu trop loin de notre modèle. Typiquement, on a décidé de ne pas aller en Espagne tout de suite parce que, en termes de vin, les habitudes font que ce serait extrêmement compliqué et ça nécessiterait beaucoup d'investissement de notre part pour y aller. En revanche, la Suisse, l'Allemagne, des pays moins producteurs ou peu producteurs de vin, là, pour le coup, c'est des modèles assez proches de la France et on considère qu'on peut y aller avec des méthodes très similaires tout en les adaptant localement. Il y a un truc clé que je rajouterais que nous on fait actuellement, c'est que, désolé c'est encore des anglicismes, on en prend un petit peu, c'est qu'on écrit un playbook. Donc en fait on documente l'intégralité de la démarche de développement à l'étranger, commercial et pas que, sur tous les métiers. Et ça devient un peu, en fait on retrouvera à travers ce playbook ce qu'évoquait Sébastien, le côté un peu checklist. Pour réussir à lancer un pays, il faut passer par ces étapes-là. Ça a pris tant de temps. On avait ces indicateurs-là qui sont les bons indicateurs pour se dire qu'on respecte les points de passage qu'on s'était donnés. Et donc, en fait, il y a une notion, malgré tout, de documentation qui permet après de rendre aussi l'industrialisation possible dans l'ouverture d'un pays. On a fait exactement la même chose. On est en train de faire exactement la même chose, sauf qu'on le fait effectivement, on apprend en marchant. On construit cette recette qu'on peut dupliquer après en même temps qu'on l'applique dans les pays où on est, avec une espèce de barrière de go-no-go. On considère qu'il y a tout un tas d'étapes qui sont absolument nécessaires et indispensables avant de mettre le pied commercialement dans le pays. Et puis il y a une espèce de barrière, c'est un peu avant de se jeter à l'eau, est-ce que j'ai mes petits pains, le maître nageur avec la perche, ou est-ce que j'apprends complètement à nager avant de sauter. Voilà. Bon, bah, nous, on saute, on se dit, puis on essaiera de... Il y a un moment donné où il faut y aller, même si on n'est pas complètement prêt.
mais il y a un niveau minimum qu'il faut définir. Et ça, effectivement, cartographier l'ensemble des fonctions, c'est hyper important. Ça permet au départ de savoir à quel moment y aller, et ça permet aussi à un moment donné de se dire, est-ce que je suis aussi bon en Italie, par exemple, qu'en France, où là, j'ai effectivement mon service marketing qui est très bien, la logistique, nanana. Et souvent à l'étranger, on a tendance à avoir une expérience un peu... Enfin, le risque, c'est d'avoir une expérience un petit peu dégradée parce qu'on n'a pas forcément la même structure. Et ça, c'est extrêmement important d'aller au bout de la démarche et de se dire, OK, bon, on a commencé les premières ventes. Maintenant, est-ce que je suis vraiment aussi bon qu'en France? Est-ce que mon client il est aussi bien traité en Allemagne qu'en France? Est-ce que mon offre elle est aussi pertinente, etc. etc. Donc, il faut vraiment aller au bout de la démarche. Et pour reprendre ta métaphore de la piscine, si on commence à couler, faut couler vite ou faut vite arrêter de brasser. Ouais, faut vite fermer si on sent que ça démarre pas. Top, merci pour ce partage sur l'international qui était super riche. Une autre phase finalement de la problématique, c'est de se dire maintenant on les a tous, ils sont là, comment on les anime? Chez Danone, on avait une expression qui était comment on rentabilise le coup de frein. Donc, était vraiment mon commercial, il s'arrête devant mon magasin, il tire le frein à main. Comment on s'assure qu'il rentabilise finalement ce qui coûte à l'entreprise. Globalement, la structure de rémunération d'une force de vente, c'est généralement un fixe avec une part de variable plus ou moins grande. On parle toujours de carottes pour la partie commerciale. Pour avoir passé 10 ans à animer des forces de vente, je voudrais vous partager mes convictions et puis que vous puissiez rebondir dessus si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Le premier point qui pour moi est clé, c'est vraiment de ne pas en faire des coureurs de KPIs, de ne pas en faire des coureurs d'objectifs, mais d'en faire des gens intelligents et qui vont avoir les bonnes actions pour développer votre chiffre d'affaires. Donc c'est mécaniquement tout de suite intégrer un objectif de chiffre d'affaires dans leurs objectifs, dans leurs KPIs, et pas uniquement de les faire courir sur de la carotte, sur un nombre de rendez-vous, parce que tout ça, ce ne sont que des moyens d'aller chercher le chiffre. Est-ce que c'est des choses que vous avez mis en place? Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, on a fait effectivement ce que tu dis. Au départ, on est quand même sur des KPI parce que c'est compliqué quand il n'y a pas de chiffre d'affaires ou très peu. Et il faut malgré tout essayer d'incentiver les commerciaux. Et rapidement, là aujourd'hui, on a 70 à 80% de la rémunération des commerciaux qui est maintenant sur du chiffre d'affaires. Donc, je suis complètement en phase avec ce que tu dis. On a fait le choix chez Divine d'avoir des variables déplafonnées, donc avec un pourcentage du chiffre d'affaires. Et plus ils vendent et plus ils touchent, il n'y a pas de plafond. Et ce qui permet aux meilleurs commerciaux de quasiment doubler, d'avoir une part variable quasiment équivalente à leur part de fixe. Donc c'est relativement important. Mais effectivement, la clé, c'est de pouvoir à un moment donné les animer sur du chiffre d'affaires. Sur du chiffre d'affaires, c'est clair. Ouais. Et personnel? Parce que le chiffre d'affaires global, on est moins... Alors ça, les plans de rêve, j'en ai fait quelques-uns. Ouais. Il y a un truc qui est clair, c'est que ce soit simple et compréhensible. Un commercial doit être capable de dire, j'ai vendu ça rapporte tant. Exactement. Le truc avec des... Alors si jamais je dépasse 6, alors j'ai 0,8, machin, 2, là, ça. Mais attention, il fallait vendre celui-là. Ah, je l'ai pas, voilà. Ça, c'est pas possible. Mais c'est un travers dans lequel on peut tomber très très facilement parce qu'il y a toujours un qui lève le doigt. Non, mais attends, ça c'est aussi important. Et pourquoi on le prend pas, pourquoi on le prend pas en compte? Bah oui, on le prend pas en compte parce qu'à un moment donné, il faut qu'on soit dans un truc qui soit hyper simple. Je suis d'accord. Nous, ça rejoint au final la même logique d'être sur du chiffre d'affaires, sauf qu'en fait, on l'a décomposé en disant que ça allait à la signature. Donc c'est dans la signature, ils vendent des frais d'installation, on va dire, et eux, leur prime, du coup, est une partie de ces frais-là. Donc ça revient à dire que c'est aussi sur du CA, mais c'est décomposé à un niveau qui est vraiment très macro, parce que c'est un chiffre du nombre d'ouvertures. Et ensuite, par contre, la prime, elle va varier en fonction du niveau de priorité du client. Les gros magasins qu'on appellera les P1, les P2, P3 pour les plus petits, etc., font que le niveau de prime qu'ils peuvent aller chercher sur ces signatures-là va différer. Mais au final, on reste sur la même logique. Le seul point qui a été un peu différent pour nous et où on a eu aussi des échanges avec cette équipe, c'est que si on considérait le chiffre d'affaires global de ce qu'un client nous rapporte, vu qu'on est sur l'activité de livraison, donc il y a la consommation du service et il y a finalement ce que le magasin va générer comme livraison, donc ce que lui va engager comme communication pour que ses clients se fassent livrer, etc. Nos commerciaux ont beaucoup moins de pouvoir d'action là-dessus. Donc quand on a commencé à leur dire on va incentiver sur le chiffre d'affaires qu'un client génère, ça a commencé à lever un peu justement le doigt en disant oui, mais par contre, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Donc voilà. Oui, et c'est moins motivant du coup. Mécaniquement, ça les... Clairement. Ouais. Ouais, puis il y a un élément qui est hyper important en termes d'animation. On a parlé d'argent et de variables, qui est effectivement le truc qui anime en général les commerciaux, mais il y a aussi le podium et la reconnaissance. Donc les classements, faire des classements tous les mois, tous les ans, faire des awards,
Des faire courses, des des steams, podiums. ouais. Ça, c'est extrêmement important. J'ai mis en place depuis 2 ans des challenges. Donc, les meilleurs commerciaux sont partis à Marrakech il n'y a pas longtemps. Bien, ils concourent pour partir en Islande. Voilà, ça, c'est des choses qui font courir les commerciaux. Certains, effectivement, sont des solitaires et gagner de l'argent, ça leur suffit. D'autres ont besoin, au contraire, d'être sur le podium et d'être devant. Et puis, il y en a qui... En général, tous adorent partir dans des lieux sympas quand ils ont gagné le challenge. Et après, je trouve que généralement, le profil de commercial, alors effectivement, il y en a où c'est un vrai talent, et cela, il faut leur faire confiance, mais globalement, ils sont pas tous toujours très talentueux, et je pense qu'il y a un enjeu quand même à les former très fort, à les challenger sur une méthode. Voilà, quand on est chez Danone, on a l'école de vente Danone, et on est sûr et archi sûr que notre méthode de vente elle marche, parce qu'on l'a prouvé, archi prouvé. Et donc, on va passer beaucoup de temps à les challenger, mais à quelque part, à les obliger à appliquer cette méthode parce qu'on est convaincu que c'est de cette façon-là qu'ils vont aller chercher le maximum de résultats. Vous avez aujourd'hui des méthodes de vente, des choses sur lesquelles vous les animez. Oui. Mais effectivement, tu as parfaitement raison. Moi, j'ai rarement eu plus de 20% de stars dans une équipe, quoi. Ce qui est assez normal, hein, 20% de stars, 20% malheureusement qui ne réussissent pas, qui sont peut-être bons pour autre chose et qui tournent. Et puis les 6 du milieu, entre moyen moins et moyen plus, c'est ceux-là justement qu'il faut faire monter en compétences. Et souvent parmi ceux-là que vous allez prendre vos futurs managers. Et donc c'est ceux-là qu'il faut rassurer à travers, qu'il faut remplacer, enfin qu'il ne faut pas remplacer, qui vont peut-être... à qui on va justement donner un certain nombre d'outils à la fois de mode de fonctionnement, de pitch de vente, de méthode, et qui, par leur travail, leur abnégation et leur loyauté aussi à la boîte, vont à un moment donné avoir d'excellents résultats. Il ne faut pas se leurrer, c'est quand même ça l'essentiel d'une force de vente. Le super talentueux, il y en a qui ont une empathie naturelle incroyable. Ils ne sont pas faciles d'ailleurs forcément à manager, à faire évoluer, parce qu'ils sont assez uniques, c'est un peu des ovnis dans les boîtes, mais ça reste une minorité. Moi, je pense qu'on a un peu de déficit là-dessus. La politique de formation, du moins sur les commerciaux, elle est très faible, voire inexistante, hein, finalement. La formation, elle s'est plutôt faite en interne entre eux par rapport justement un peu aux expertises des uns des autres. Donc je pense que nous, on a des lacunes par rapport à ça. Bon, je pense qu'on peut aussi, entre guillemets, se défendre en disant qu'on est des modèles de croissance tellement rapides que des fois, on privilégie l'exécution avec les trucs qui marchent, même si c'est pas toujours hyper bien rodé ou hyper technique. Donc là-dessus, on a certainement des choses encore à améliorer. Et j'avais un autre truc en tête, mais j'ai perdu le fil. Ça reviendra. Et un dernier point qui est, c'est usant d'être commercial. Généralement, on a des cycles de vie. Alors, hormis parfois des commerciaux terrain, sédentaires, à qui ça va très bien de rester pendant des années, mais notamment sur des boîtes en forte croissance où on demande quand même une énergie et un investissement fort. Voilà, c'est des cycles de 1 an et demi, 2 ans, et au bout d'un moment, le commercial s'essouffle. Est-ce que vous avez, en termes de fidélisation, comment est-ce que vous fonctionnez pour garder finalement ces talents dans la structure ? Alors, quand on est en croissance, c'est plus facile parce qu'effectivement, le meilleur moyen de les conserver, c'est de leur faire autre chose et de les promouvoir. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait chez Divine. On a créé une strate de middle management, de grands comptes, de passage éventuellement vers le marketing. Et le meilleur moyen, effectivement, de les faire courir, c'est ça, c'est de donner la vision sur le coup d'après. Ça reste pour moi un must. Et c'est non seulement un must pour eux, mais c'est aussi extrêmement important pour l'entreprise parce qu'on garde les talents. Après, il y a des profils qui sont un peu plus compliqués à conserver, ces fameux top vendeurs qu'il faut arriver à animer un peu différemment. Mais c'est la promotion et la vision sur la promotion est extrêmement importante. Et le fait de voir que justement les postes au-dessus sont systématiquement pourvus par de l'interne et qu'on essaye de limiter au maximum les greffes externes. On parlait tout à l'heure sur le management. Ça, c'est un truc qui est extrêmement important. À un moment donné, on est obligé de le faire quand on crée une activité qui coûte vraiment. On n'a pas la ressource en interne. On n'a pas la ressource, mais en général, on arrive jusqu'à présent, on a toujours trouvé justement, et c'est ce qui nous a permis de faire monter en compétences, de faire évoluer nos commerciaux, nos meilleurs commerciaux. Et de fidéliser du coup. Je sais pas si c'est bon, mais c'est bon. Non, je sais pas. Ça fait. Bon. Ça va être mieux comme ça. Nous, de notre côté, on a eu très peu de turnover, voire en fait pas du tout sur cette équipe de 6, puisqu'ils sont encore tous là. On a eu Hotman qui a évolué sur un poste de coordinateur par rapport à notre développement international. Donc je pense que comme tu l'évoquais, le côté croissance fait aussi que ces profils-là se retrouvent. Il y a beaucoup de stimulation. Il y a aussi, mine de rien, des rentrées d'argent qui sont intéressantes quand on est sur des rythmes de croissance importants.
Et par la suite, je rejoins le côté promotion et évolution, il est important. Ça, c'est quelque chose que par contre on fait. Alors dans l'environnement commercial, notamment cette équipe itinérante, pardon, c'est pas toujours. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de postes à pourvoir au-dessus. On a juste un responsable commercial qui est le manager de l'équipe. En plus, on privilégie quelqu'un qui est à Nantes pour être aussi au contact des autres responsables des métiers, du marketing, du support client, etc. Donc l'évolution de cette équipe-là sur ce poste-là, elle n'était pas, enfin, quasiment impossible, j'ai envie de dire. Et par contre, pour la suite, si on continue à étoffer et à renforcer l'équipe et à aussi avoir un nombre peut-être plus important avec les questions, comme on disait, de management intermédiaire, il y aura peut-être effectivement des opportunités à pourvoir. Donc voilà, pour nous, c'est comme ça que ça s'est fait. Merci. Pour conclure cette table ronde, est-ce que vous avez, voilà, pour les jeunes entrepreneurs qui sont là et qui se disent « Allez, il faut que j'accélère et il faut que je me lance », est-ce que vous avez un conseil, un tips à leur partager ? Un tips, oui, effectivement, c'est quelque chose que j'ai expérimenté plusieurs fois, et notamment aujourd'hui chez Divine. Je parlais tout à l'heure de ces profils un peu de très très bons commerciaux qu'on a du mal à faire évoluer parce qu'ils ont un côté un peu solitaire, mercenaire, qui n'aiment pas forcément l'administratif ou le management, et qui pourtant sont des super commerciaux. C'est vraiment des pépites qu'il faut garder. Et moi, j'ai expérimenté plusieurs fois, y compris maintenant chez Divine, un poste que j'appelle un peu le super shooter ou super shooteuse. En l'occurrence, c'est plutôt une fille d'ailleurs aujourd'hui, qui sont des gens qui sont piqués à l'adrénaline de la signature et que je fais tourner justement avec les commerciaux. Donc évidemment, on sait très bien qu'en faisant ça, c'est pas forcément de la formation, parce qu'ils ont souvent une méthode de vente qui leur est propre. Sauf que quand ils sont là, un deal qui a 70% de chances de signer, et ben, ils signent à 90 ou 100%. Voilà. Et ça, c'est très factuel. Et quand on arrive à avoir ce super shooter qui tourne un peu, en l'occurrence partout en France, et qui vient en support, même de commerciaux moyens ou bons, eh ben on sait qu'on augmente considérablement notre taux de transformation. Tout le monde est content, nous, parce qu'on fait du chiffre d'affaires. Lui, parce que de toute façon, c'est ce qui le fait triper. Le commercial local, de toute façon, il a sa com. Et puis finalement, même s'il sait qu'il est pour que la moitié dans le deal, c'est pas très grave. À la fin, c'est quand même lui qu'on récompense, c'est lui qui touche la com. Donc tout le monde est content finalement. C'est extrêmement vertueux. Et ça permet, notamment en termes de management, de sécuriser le chiffre d'affaires. Et c'est ce genre de profil-là qui évite notamment les drames, entre guillemets, de mois ratés, parce qu'à un moment donné, il y a les tartines qui sont tombées du mauvais côté. Et lui, il est là justement pour faire atterrir plus facilement des deals. Voilà. Donc ça, c'est un type de... Voilà, mon super shooter que j'ai expérimenté plusieurs fois. Moi, de mon côté, si j'avais un truc à partager, c'est que notamment quand on démarre ou quand on est au début de sa boîte, il faut vraiment concentrer les efforts sur le commerce. Pour oublier qu'on a beau avoir le meilleur produit du monde, si on ne le vend pas, ça sert strictement à rien. Et le commerce, c'est ça qui, enfin, comme on dit, c'est ce qui fait rentrer l'argent dans les caisses de l'entreprise. Donc c'est ça qui permettra son développement, sa pérennité, si on fait cette preuve aussi de la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment clé pour moi. Ça a été d'être très concentré et très... on parle de focus. Voilà, le développement commercial est vraiment clé. Et la seconde, si je reste sur la partie des commerciaux itinérantes, qui a été le démarrage pour nous, c'est de conserver de la proximité, parce que c'est jamais simple d'avoir des gens non plus à distance qui vivent différemment le développement de l'entreprise, qui vivent différemment la croissance, qui vivent parfois pas du tout les événements qu'on peut avoir en termes de célébrations qui vont être faits dans les bureaux, etc. Alors c'est bien d'avoir des temps aussi où ils se retrouvent avec toutes les équipes, mais de garder de la proximité. Et si vous sentez ou vous commencez à voir que la proximité, vous la perdez parce que en tant que chef d'entreprise, entrepreneur, vous commencez à avoir d'autres aussi sujets qui vous prennent du temps. Il ne faut pas tarder à staffer pour avoir quelqu'un qui va redonner cette proximité avec aussi le bon rythme de suivi, la bonne méthode de pilotage avec, on n'a pas parlé, mais des CRM, des outils, voilà, pour garder cette proximité de l'équipe, parce que si ça décroche, ça peut faire perdre beaucoup de temps et on en a très peu quand on démarre sa boîte. Ça se voit très vite dans les chiffres, du coup. Merci à tous les deux pour ces riches partages d'expériences. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions que vous souhaitez poser à Sébastien ou Johan ? J'ai une question. Quand on veut recruter son premier commercial pour tester un modèle, parce qu'on ne sait pas quel est le modèle qui va marcher en fait, vous conseillez plutôt d'internaliser ou d'externaliser ? Sur le recrutement ? Sur le recrutement. Donc, c'est-à-dire recruter en interne et prendre le risque, parce que c'est une question de risque,
quand on ne connaît pas la ROI, ou vaut mieux essayer de trouver des partenaires qui proposent des commerciaux qui peuvent vous aider à fitter un modèle? La notion de test, qui est à peu près ton mot-clé, là pour moi c'est interne en fait. Parce que si tu es dans une logique de test, c'est-à-dire que tu vas faire bouger les choses, que tu vas le faire plutôt bouger vite. Et si tu n'as pas quelqu'un qui est en contact assez direct, ou si tu as entre guillemets un intermédiaire ou quoi que ce soit, même sur le recrutement, ça peut être aussi évoqué très rapidement. En gros, écoute, je cherche mon premier commercial pour aller sur ce segment-là de marché parce que j'ai envie de tester option A, option B, option C. Du coup, pendant 6 mois, tu vas être un peu en balance, mais monter au courant, on va tenter ces 3 hypothèses-là. Je trouve que tu auras, moi c'est mon point de vue, ma vision. Désolé, on va refaire encore un anglicisme. Quick and dirty. En gros, vite. Tant pis si c'est crade, mais au moins tu testes et tu auras les réponses aux questions que tu as envie d'avoir. Et donc moi, je privilégierais l'interne. Oui, je suis complètement d'accord avec ça, notamment à cause du fait que les cabinets de recrutement en général savent recruter un certain nombre de profils. Donc finalement, ils vont te demander une description relativement claire, précise de ce que tu cherches, et tu sais toi-même pas complètement ce que tu cherches, parce que finalement c'est peut-être dans les entretiens avec le candidat que tu vas évoquer un certain nombre de choses. Donc ils vont pas forcément, à mon avis, être très pertinents pour recruter un espèce de mouton à 5 pattes, parce que finalement tu vas leur donner un certain nombre de critères, mais tu en auras peut-être oublié plein d'autres parce que tu sais pas exactement où tu en es. Et ça, je pense qu'il n'y a que toi qui pourra le faire. Donc effectivement, sur ce premier commercial-là, je pense qu'il vaut mieux l'internaliser, parce que tu seras forcément déçu par... Enfin forcément, je sais pas, mais en tous les cas, c'est pas là où ils sont bons. Ils sont bons justement une fois que c'est processé. On parlait tout à l'heure de force de vente un peu construite. Là, pour le coup, quand tu sais exactement ce que tu veux, il y a parfois des zones géographiques où là, c'est pertinent de faire appel à des chasseurs de tête, à des cabinets, parce qu'effectivement, tu sais exactement ce que tu veux et ton profil est très clair. Moins c'est clair, et à mon avis, plus il faut internaliser. D'autres questions? Tu peux prendre le micro. Est-ce que tu peux passer le micro, s'il te plaît? Ah, tu l'as plus? Ah, c'est moi qui l'ai récupéré. Pardon, excuse-moi. Je pensais qu'il était resté là. Sébastien, tu parlais tout à l'heure de profil chasseur et de développeur. Succès client, on les appelle succès client chez nous. Succès client. Comment tu fais l'équilibre de ta force commerciale? Est-ce que c'est quelque chose de calculé, ou c'est comme Johan tout à l'heure qui en parlait et qui disait c'est un peu l'opportunité et puis on a vécu après, ou comment tu fais cet équilibre dans ta force commerciale? C'est assez basique. Pour qu'il y ait un succès client, il faut qu'il y ait des clients. Pour qu'il y ait des clients, il faut qu'il y ait un chasseur qui acquiert des clients. Donc nous, on a une logique qui fait que tant qu'on n'a pas à peu près 30 clients acquis sur une zone, on essaie de bricoler entre guillemets le succès client en faisant venir d'autres zones. Et puis à un moment donné, dès qu'on est sur une zone constituée et qu'on a à peu près 30 clients actifs sur une zone, on recrute un succès client local qui gère les clients. Voilà. Donc notre méthode, elle est là. Alors forcément, quand on est au démarrage, c'est pas évident. Toi, typiquement, on démarre en Allemagne. Bon, on n'a pas encore de clients en Allemagne, c'est compliqué. Donc il faut qu'on arrive à faire. On a créé des espèces de flying succès clients qui, à un moment donné, sont capables d'aller s'occuper de peut-être 10 clients à Düsseldorf et 15 à Zurich. De même qu'en France, on peut imaginer qu'ils en gèrent 10 dans l'Est et 15 dans le Nord. Donc il y a ces périodes un peu intermédiaires, un peu compliquées à gérer. Et puis dès qu'on est en mode un peu plus run, voilà, la méthode, c'est on considère qu'à partir de 30 clients, ça vaut le coup de recruter un succès client, et là on en met un. Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, pour donner aussi un chiffre, on a tenu cette dualité sur les commerciaux, alors là, itinérants ou sédentaires, j'ai envie de dire, jusqu'à plus de 2000 clients. Donc on était encore sur des commerciaux qui géraient l'intégralité de cette notion chasse et élevage. Et aujourd'hui, on va faire plutôt passer cette notion aussi d'élevage avec une cellule d'account management. Donc on aura des équipes qui vont être plutôt le background commercial s'il y a un magasin Super U qui appelle, qui se manifeste pour des sujets de litige, potentielle résiliation, etc., qui va essayer déjà de traiter la problématique commerciale directement. Et s'il y a besoin de mobiliser le commercial, notamment terrain, pour aller revoir le magasin pour le processus, et dans ce cas, c'est l'input qui sera fait par la compte management. Mais on a été sur des phases de développement qui fait qu'on est monté, comme je disais, jusqu'à plus de 2000 clients en conservant cette dualité, quoi. Si je peux te donner une vision grand groupe, du coup sur des grosses forces de vente hyper installées, hyper processées, moi c'est la période où j'y étais, où finalement on a au sein de la force de vente splitté 2 missions. Donc il y avait les vendeurs, donc bac plus 5, des profils plutôt, c'est ceux que tu vas sourcer pour nourrir ta boîte de demain.
Donc là, tu les formes et c'est vraiment... c'est des chasseurs, mais bon, vendeurs, catégorie manager, donc ils embarquent le client, ils signent et ils animent. Et puis une partie transformation de terrain, donc du coup des profils beaucoup plus Bac plus 2, où là ils vont vraiment mettre en place finalement tout ce que le vendeur a vendu. Donc on sent qu'aujourd'hui dans la grande distrie, il y a un vrai point autour du personnel. Et, voilà. Et si tu veux être sûr que ton plan d'action est finalement... Comment tu t'assures qu'à chaque fois, tu optimises ton rendement et ta rentabilité, à chaque fois que tu t'arrêtes, donc il y a la personne qui vend et puis celui qui va venir mettre en place, qui finalement, à chaque fois qu'il met en place, optimise tes positions et revend finalement à chaque fois. Donc c'est aussi un autre modèle, mais qui finalement explique que on spécialise, on a tendance à spécialiser finalement pour être le plus focus possible sur chaque mission. On a aussi expérimenté, on ne le fait plus aujourd'hui au départ, un modèle hybride en fait, où même si aujourd'hui on a splitté les 2 forces de vente, alors même qu'elles étaient splittées, il y a certaines zones qu'on a ouvertes avec un modèle hybride où en fait le commercial qu'on recrutait faisait les deux, à la fois de la chasse et du succès client. On a arrêté parce que finalement on croissait moins vite sur une zone et comme le succès client c'est un peu plus facile que la chasse, c'est aussi un peu plus sympa. Il y a moins pour beaucoup de profils, on se rend compte qu'on perdait de l'efficacité commerciale et donc rapidement on a préféré splitter, quitte à gérer autrement cette partie au compte management ou succès client pour vraiment focuser les chasseurs sur l'acquisition. Une dernière question et on s'arrête là, s'il y a. Oui. Pour des équipes commerciales, alors sur un modèle d'entreprise où il commence à y avoir un beau portefeuille de clients, sur quoi vous allez sensibiliser les commerciaux de plutôt faire de la vente additionnelle pour compléter vraiment le portefeuille de contrats qu'il peut y avoir chez un client, ou de leur donner envie d'aller encore chercher de nouveaux clients, et comment ils vont s'organiser sur ces deux profils commerciaux? C'est un petit peu justement pour ça aussi qu'on a splitté les forces de vente. C'est-à-dire que les chasseurs, c'est vraiment des nouveaux clients. Et leur boulot, c'est d'acquérir de nouveaux clients et encore des nouveaux clients. En revanche, une fois que le client est acquis, parmi les missions du succès client, il y a évidemment faire en sorte que tout ce qu'on a mis en place fonctionne bien et soit optimisé. Et il y a éventuellement de l'upsell et de la vente additionnelle. On va chez nous, chez Divine, au-delà du vin, sans doute aller un peu plus loin avec notamment des spiritueux par exemple qui devraient arriver normalement sur la deuxième partie de l'année. Typiquement cette nouvelle offre là, elle sera chez nos clients existants proposée par les succès clients. Les chasseurs seront eux encore une fois concentrés sur l'acquisition de nouveaux clients. C'est comme ça qu'on a géré en fait le distinguo entre faire grossir un client et acquérir de nouveaux clients. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Je pense que l'autre point, ça peut être aussi la définition de la stratégie commerciale que toi, tu veux insuffler, puisque là, je m'appuie sur un autre exemple. Avec notre équipe itinérante, on a, comme je revenais sur le système de primes, les P1, P2, P3, avec un niveau de rémunération qui est associé à ces niveaux de priorité de magasin. Et on a aussi donné une prime plus importante sur la reconquête. Donc, c'est-à-dire si un commercial va signer un magasin qui est chez un concurrent, parce qu'on est encore nous, dans des logiques aussi de captation de marché et on veut essouffler la concurrence. Donc du coup, on redonne aussi une dynamique stratégie en termes de développement commercial. Et donc tu réorganises tes priorités et tu donnes aussi tes incentives en fonction de ça. Mais je rejoins l'explication de Sébastien. Nous, aujourd'hui, on ne fait pas encore d'upsell. Peut-être qu'on y viendra dans quelques temps. Et je pense que se posera la question de est-ce qu'on met cet upsell dans les mains des commerciaux terrain au fil des rendez-vous qui sont les rendez-vous d'animation du réseau, ou est-ce qu'on les redonne à une force qui peut être la compte management ou autre, mais dans une logique de vente. Mais dans ce cas, c'est-à-dire que tu définis des nouvelles missions sur un métier qui était plutôt initialement le success management ou la compte management, et où là, tu les incentives aussi à faire un peu de vente, ou alors tu considères que ton équipe de vendeurs initiale, elle vend tout ce que tu vas proposer en vente, quoi. Si ça vous va, on s'arrête là. Encore merci à tous les deux pour la richesse de vos échanges.